Hello hello, avant de commencer l'épisode, j'aimerais te parler du nouveau partenaire du podcast, Franklin. C'est une marque d'alimentation et de compléments alimentaires pour chiens et chats, pensée pour ceux qui ont un système digestif assez sensible et qui méritent une attention particulière. Car trouver la bonne alimentation quand on a un chien sensible au niveau de la digestion, c'est un vrai parcours du combattant. Ce que j'apprécie chez Franklin, c'est que les recettes sont conçues avec une seule source de protéines pour aider les animaux qui souffrent d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Et ça peut vraiment faire toute la différence. Les compositions sont courtes, claires et sans artifice, mais ce qui me touche particulièrement, c'est leur transparence, leur proximité et cette énergie sincère qu'ils mettent dans leur engagement. Si tu veux reprendre le pouvoir sur la gamelle de ton chien, tu as 35% de réduction sur ta prochaine commande avec le code LANICHE35 sur franklinpetfood.com. Je te laisse toutes les infos en description. Merci à Franklin de soutenir mon travail et c'est parti pour l'épisode. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin spécialiste dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode pour ce podcast dans La Niche. J'interviewe des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans la Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Karine Fauché. Karine est comportementaliste canin spécialisée dans la réhabilitation par le flair pour Harmonie Canine. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses chiens et les challenges qui l'ont amenée à utiliser le nez des chiens au service de leurs problématiques comportementales. Des différentes activités de flair à la notion de jardin sensoriel, en passant par les règles d'or du pistage comportemental, vous saurez tout, ou presque, de ce passionnant sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Karine. Salut Karine. Bonjour Claire. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très très contente de t'accueillir au micro de La Niche. Merci de m'avoir invitée. On va commencer du coup par les présentations. Qui es-tu ? Alors moi je m'appelle Karine Fauché, donc je suis comportementaliste canin. Alors, moi j'ai commencé à travailler avec le chien à partir de 2008. En étant bénévole au départ, je travaillais dans un refuge. Et puis, je me suis formée et en fait, j'ai commencé une activité professionnelle. C'était en 2010 ou 2011. Donc, j'ai commencé à faire des consultations et très vite, j'ai fait beaucoup de man-trailing et beaucoup de détection. Parce que j'ai vu que ça pouvait apporter beaucoup aux chiens, notamment les chiens qui étaient abandonnés, qui avaient des problèmes de comportement. Donc moi, à la base, je me suis formée en Angleterre. Au départ, c'était auprès de quelqu'un qui s'appelle Jan Fennell. Et au fur et à mesure de ma vie professionnelle, je me suis formée. Et je continue toujours à me former dans le comportement, aussi bien dans le comportement que dans le flair du chien. Voilà. Très bien. Cet épisode va effectivement parler de flair, de pistage comportemental, donc d'où cette présentation très axée déjà là-dessus. Tu as un chien, je crois, actuellement. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, alors mon chien s'appelle Manga, c'est une femelle Spitzlou, elle a 6 ans. Donc c'est un chien que j'ai récupéré à l'âge de 6 mois. Elle était dans une famille où il y avait eu un mauvais casting, je dirais ça comme ça. Ils pensaient que ils avaient adopté un petit chien, un chien Spitz nain et non loup. Du coup, je l'ai depuis ces 6 mois. C'est un chien qui m'a beaucoup apporté et qui m'a apporté quelque chose dont on va discuter aujourd'hui, c'est le jardin sensoriel aussi. Ouais, ok, trop chouette.
Est-ce que, du coup, j'imagine que depuis 2008 que tu t'es lancée dans le chien, tu as eu plusieurs chiens avant ça. C'était quoi ton expérience, toi, avec les chiens? Est-ce que tu en as toujours eu? Est-ce que tu as grandi entourée d'eux? Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que tu en es arrivée jusque-là? Alors moi, j'ai toujours vécu avec des chiens. Quand j'étais enfant, j'ai grandi avec des chiens, notamment avec un setter anglais et un berger allemand. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai été à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger. Et j'étais très très malheureuse de vivre sans chien. Et très rapidement, j'ai adopté un premier chien, puis un deuxième, etc. Bah oui, moi j'ai toujours été au milieu de chiens. Et quand je vivais pas avec des chiens, j'étais toujours... soit j'avais des amis qui avaient des chiens, ou soit j'étais bénévole en refuge. OK. Du coup, pour revenir un peu sur ton parcours, donc tu nous as dit que tu t'es rapidement tournée vers des activités de mantrailing, ce genre de choses. Il me semble que c'est arrivé en France assez récemment, enfin, en tout cas pour moi, vu de ma fenêtre, mais peut-être, pas. Comment est-ce que tu as découvert ces pratiques-là? Comment est-ce que ça a croisé ton chemin finalement, tout ce qui était au flair du chien, au pistage? Alors avant, je vivais en Belgique. Quand j'ai commencé à travailler en tant que comportementaliste, je vivais en Belgique. Et on commençait un petit peu à s'intéresser au flair du chien. Moi, j'avais adopté un chien qui s'appelait Tiger et qui était assez agressif avec l'humain. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était pistage parce qu'en fait, à l'époque, on avait des gens qui venaient d'Allemagne et qui proposaient des stages de mantrailing. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Au départ, j'y suis pas forcément allée avec mon chien parce que c'était très difficile d'avoir des places avec chien. Mais très vite, j'ai commencé en fait à vouloir travailler mon chien comme ça pour un petit peu changer sa façon de voir l'humain en fait, de rendre l'humain un peu plus positif parce que c'était un chien qui avait été maltraité. Il a vécu à la tâche et en fait les seules interactions qu'il avait avec l'humain, c'était des coups de pied ou c'était on lui lançait de la nourriture. Enfin, c'était pas vraiment. C'est un environnement très hostile. Et mis à part moi, après quelques mois de travail, il voyait pas grand monde comme personne, enfin comme des personnes bien en fait pour les chiens ou bienveillantes. Du coup, moi je me suis très vite intéressée à ça parce que je trouvais que dans le mantrailing, comme c'est le chien qui trouve des gens et qu'on récompense le chien. En général, le traceur, la personne qui va se cacher, récompense le chien. Je trouvais que ça pouvait être une bonne façon aussi de changer sa vision de l'humain. C'est clair. Ça l'a aidé du coup, j'imagine? Ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Après, il était très, très sociable humain. Il a toujours été un peu méfiant, mais en même temps, chez nous, on n'acceptait que des gens qui étaient bienveillants vis-à-vis des chiens. Donc ça, là-dessus, en fait, on avait vraiment travaillé sur la confiance et du coup, ça lui a vraiment permis de pouvoir s'épanouir dans un environnement. Trop chouette. Et donc, du coup, tu as commencé ça en activité, donc j'imagine à titre perso pour ton chien. Comment est-ce que tu es arrivé à passer un peu le step d'au-dessus, à faire ça de manière un peu plus professionnelle? D'abord, j'ai fait beaucoup de tests avec mes clients qui, au départ, en fait, moi, j'avais que des clients qui avaient des chiens à problème au départ. Et puis, en fait, j'ai voulu travailler certaines problématiques avec le flair. Et puis, en fait, j'ai vu les gens ne s'arrêtaient pas parce que évidemment quand on commence à travailler avec son chien dans le flair, que ce soit le mantrailing ou la détection, en général on devient nous-mêmes addicts et on continue les séances. Du coup moi j'ai commencé comme ça. Je me rappelle c'était il y a un 14 février d'ailleurs que j'avais commencé, donc ça doit faire pas mal d'années maintenant. Du coup j'ai commencé comme ça et puis j'ai pas pu m'arrêter puisque les gens ne partaient pas et voulait continuer les séances, ce qui était une bonne nouvelle pour moi. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire du loisir comme ça, en fait, en faisant des réhabilitations. D'accord, donc c'était pas forcément que sur la partie mantrailing loisir, mais ça a tout de suite été inclus un petit peu dans un parcours de réhabilitation comportementale. Ça a été rapidement inclus là-dedans, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'étais aussi bénévole pour une association et j'étais famille d'accueil et il y avait beaucoup de chiens qui avaient des traumas ou des peurs, notamment des chiens roumains qui arrivaient à l'époque et qui étaient pas super sociables humains
ou pas sociables, je dirais, certains éléments des environnements. Du coup, j'ai beaucoup travaillé avec eux au départ. J'ai essayé des choses et pas seulement en man training, mais aussi en détection. Quand je dis détection, c'était plus jeu de flair. Par exemple, dans le jardin, pour les habituer à rester dans un enclos, pour les habituer à rester quelque part. Donc, des jeux de flair pour, par exemple, chercher des petits morceaux de saucisse, des petits morceaux de poulet, des choses comme ça. Trop bien. Du coup, peut-être qu'on peut définir un petit peu ce que c'est que le pistage comportemental. On commence à comprendre un petit peu de quoi est-ce qu'on parle, mais si tu devais le définir, comment est-ce que tu nous le décrirais? C'est plutôt un outil de plus à notre arc en tant que comportementaliste. Donc, quand on se retrouve à des chiens qui font face à certains troubles du comportement ou des comportements qui sont pas adaptés dans leur environnement ou des peurs, eh ben, je dirais que c'est plus une méthode. Enfin, la méthode, c'est vraiment la réhabilitation par le flair. Donc, au-delà de faire un bilan comportemental, hein, et de mettre des choses en place à la maison, hein, parce que tout ça, c'est complémentaire. C'est pas une méthode comme ça qu'on utilise. C'est vraiment, on utilise beaucoup d'outils. On va avoir une méthode qui va nous permettre d'installer le chien dans un sens qui est selon moi, son sens ressource. Parce que je pense sincèrement aussi que plus on voit de chiens dits réactifs, hein, j'aime pas trop ce mot, mais par exemple, plus on voit de chiens sensibles, plus on les trouve dans le visuel, ces chiens-là. C'est ce que j'ai remarqué. Ils se mettent dans le flair, c'est un sens ressource, selon moi, qui leur permet en fait tout simplement d'apprendre tout d'abord sur leur environnement, d'être occupés, et au lieu d'être dans la peur, d'être plutôt dans le bien-être, tout d'abord, et puis dans la réflexion mentale, je dirais. Oui, c'est un comportement alternatif qui est intéressant, qui apaise un peu et qui effectivement limite ce truc de survigilance à tout ce qui pourrait intervenir visuellement dans l'environnement. Et c'est surtout quelque chose qui va, selon moi, changer la perception du chien. Parce Ouais. que, de toute façon, dans toutes les méthodes dites de désensibilisation, on ne désensibilise pas vraiment. Ce qu'on fait, c'est qu'on change la stimulation, on change la valeur de la stimulation dans la vision du chien. Et du coup, pour moi, ça va être surtout ça. Mais évidemment, on ne va pas faire ce genre de méthode sans mettre des choses au préalable à la maison et avoir un lien aussi avec son chien. Il n'est pas question de faire du man training s'il n'y a pas de lien entre l'humain et le chien aussi. Carrément. Ok, si on devait faire un focus un petit peu sur le flair du chien, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Parce que c'est vrai que c'est un sens qui est pas vraiment à notre portée, enfin en tout cas que nous, on a beaucoup moins de développé que nos chiens. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors déjà, il faut savoir que l'odorat, pour le chien, déjà, ça représente la survie, hein. C'est pas pour rien que le petit chiot, quand il naît, il a déjà ce sens, hein, qui est présent. Tout simplement, c'est pour se nourrir. Ça va leur permettre de connaître leur environnement, ça va leur permettre de se reproduire, d'identifier un danger, ça va leur permettre de se nourrir. Sans le flair, le chien, en fait, il peut pas évoluer de façon harmonieuse dans un environnement. Il est obligatoire pour un chien d'avoir du flair, c'est ça que je veux dire. Sans flair, ça peut que mettre le chien dans un mal-être, voire même dans un danger, en fait, dans des situations dangereuses. La perception des odeurs, elle diffère beaucoup entre l'humain et le chien. Quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la question, je trouvais ça très difficile à appréhender, en fait, de comprendre un peu ce que perçoit le chien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Peut-être qu'est-ce que comprend une odeur? Quel sens ça a pour lui? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de tout ça? Il faut déjà comprendre que quand un chien respire, qu'il a à peu près 11% de l'air qu'il respire va dans son cerveau émotionnel. Tout le reste va dans les poumons. Et en fait, ces 11%, donc on estime entre 8 et 11% en fonction des races. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le cerveau émotionnel va lui permettre en fait de tout scanner, d'avoir des informations sur l'environnement. Une odeur pour un chien, c'est d'abord une indication, une information. Donc on le voit avec les phéromones, hein. Par exemple, un chien va connaître un petit peu l'état d'une chienne qui a fait ses besoins avant son passage. Il va connaître notre état émotionnel aussi, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on ressent de la colère, de la tristesse, de la joie, et on sécrète des hormones, et ces hormones vont indiquer un état émotionnel pour le chien. Une odeur, c'est vraiment une information. Et une odeur, en fait, pour nous, c'est juste
quelque chose qu'on va ressentir. Mais souvent, si tu es sensible à certaines odeurs en tant qu'humain, souvent ça peut te rappeler des souvenirs, par exemple d'enfance, etc. Lui, le chien, en fait, c'est vraiment sa vision. Et lui, ça va pas lui rappeler que des souvenirs. Lui, ça va surtout lui donner des informations sur l'environnement, sur les personnes et les autres êtres vivants qui sont autour de lui. Et ça rend en fait toutes ces informations sont indispensables à son bien-être. Oui, ça rassure beaucoup aussi. Enfin, on voit pour les chiens qui sont beaucoup dans leur nez, des fois, juste le fait de pouvoir sentir une odeur, ça permet de tout de suite pouvoir s'apaiser parce qu'ils savent à quoi ils ont affaire, quoi. Tout à fait. Et on sait aussi maintenant que, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de zoopharmacognosie. La zoopharmacognosie, on peut soigner aussi avec l'odorat les chiens. Donc, voilà, ça, je pense qu'une odeur, c'est quelque chose qui est c'est un élément beaucoup plus important que pour nous, en fait. Pauvre être humain qui ne avons peu d'informations avec une odeur ou qui négligeons peut-être le flair. Tu nous as parlé un petit peu en introduction que ton chien actuel, Manga, t'a amené un peu à la notion de jardin sensoriel. Est-ce que tu peux nous en dire plus de quoi il s'agit? Oui, alors la petite Manga, quand elle est arrivée à l'âge de 6 mois, elle ne mettait pas son flair par terre. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire des activités de flair avec elle. Mais elle ne s'intéressait pas du tout au flair. Ça allait du jardin jusqu'en promenade. En fait, c'était vraiment un chien qui était un peu éteint. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vraiment d'explication. Mais du coup, elle m'a posé une colle. Je me suis dit comment je vais l'intéresser aux odeurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, elle est gourmande, je vais l'intéresser à de la nourriture, etc. Et finalement, c'était pas non plus son truc de chercher de la nourriture. Du coup, j'ai dû être très, très vigilante sur ce qu'elle aimait. Et je me souviens qu'elle aimait beaucoup aller dans des écuries chez une amie. Et du coup, j'ai commencé à collecter des odeurs de chevaux que j'ai mis dans mon jardin. Parce qu'en fait, elle se déplaçait même pas dans mon jardin. C'est pas du tout un chien qui allait se promener, etc. Et du coup, je lui ai mis des odeurs très fortes de chevaux. Et j'ai commencé comme ça, le jardin sensoriel. J'avais fait des choses comme ça aussi avec Tiger, qui avait peur des humains. J'avais mis des odeurs d'humains. Notamment d'hommes, parce qu'il avait plus peur des hommes. Ça lui avait permis aussi de prendre certaines informations. Et donc, Manga a commencé à flairer. Donc, j'ai commencé à récolter beaucoup plus d'odeurs, des odeurs d'animaux qui n'étaient pas du tout dans mon environnement. Par exemple, une litière de lézard, des litières de lapin, des poils, des plumes, n'importe quel type de poils, etc. Pour pouvoir lui dire que c'était chouette de découvrir le monde avec l'odorat. Et j'ai aussi, comme elle s'entendait bien avec certains chiens, j'ai quand même pris les odeurs des chiens aussi qu'elle aimait bien. Et du coup, j'ai commencé à l'intéresser comme ça. Le jardin sensoriel, il peut être utilisé notamment donc, pour les chiens qui sont un peu éteints ou qui sont en résignation acquise. Il y en a beaucoup, malheureusement. Ou des chiens qui sont peu stimulés ou qui ne peuvent pas être stimulés parce que, je sais pas, il y a un accident ou à l'arrêt, ils peuvent pas aller se promener parce qu'il y a eu un accident, parce que, voilà, il y a des problèmes de santé, soit du propriétaire, soit du chien. Et donc, l'idée du jardin sensoriel, c'est d'être créatif et de mettre des odeurs. Ça peut se passer avec des plantes, ça peut se passer aussi avec des objets. En fait, si vous prenez les 5 sens, par exemple, on peut faire du jardin sensoriel en fonction des 5 sens. Donc même avec le toucher, c'est-à-dire qu'on peut mettre des tapis, des palettes, des choses comme ça. Donc le jardin sensoriel, ce que j'aime beaucoup, c'est que en fonction d'un problème, on va essayer d'être très créatif. Donc il n'y a pas un type de jardin sensoriel, mais il peut y en avoir plein. J'imagine que dans l'éveil du chiot, ça peut être aussi super intéressant d'aller amener plein de diversité comme ça auquel il sera confronté ou pas dans le futur, mais je pense que ça peut être chouette, ouais. Tout à fait, ouais, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de chiots. Je conseille toujours aux gens de faire des jardins sensoriels chez eux, ou même ça peut être à l'extérieur. Hein. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de nourriture, ça peut être à l'extérieur. Ok. Du coup, j'ai envie de revenir un peu sur globalement tout ce qui est pistage comportemental. Alors, j'ai compris que le jardin sensoriel faisait un peu partie de cette grande boîte à outils dans la boîte à outils, on va dire.
Pour quel type de blocage ou de problématique on l'utilise? Tu nous en as cité quelques-unes, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les grands profils pour lesquels ça peut être très intéressant de se tourner vers cette méthodologie? Alors, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est peur environnementale ou vis-à-vis des gens ou vis-à-vis aussi des objets, je trouve que tout ce qui est travail du flair est intéressant pour les problèmes de prédation. Quand je dis problème de prédation, c'est vraiment des comportements qui s'effectuent de façon récurrente. Et l'idée là de réhabiliter par le flair, c'est plutôt de proposer au chien, bah tiens, on fait quelque chose ensemble, et c'est beaucoup plus sympa d'utiliser le flair quand je suis avec l'humain que tout seul, et de sentir une piste de gibier et d'y aller. Donc je suis très très vigilante avec ça, parce que quand on travaille le flair du chien, évidemment on développe des capacités du chien, et du coup ça peut avoir un impact dans sa capacité de pouvoir suivre des pistes de gibier, mais en même temps on va répondre à un besoin. Donc en fait quand on répond à un besoin, et surtout quand on apprend au chien à faire quelque chose ensemble, notamment en promenade, donc ça peut être par le biais d'une trousse, chercher une trousse ou chercher des objets, des choses comme ça, et ben c'est beaucoup plus sympa. Moi j'ai une chienne qui était beaucoup dans la prédation, toute jeune, et j'ai fait beaucoup de man training, mais j'ai surtout résolu ces problèmes de prédation en promenade. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup d'apprentissage avec la trousse, de recherche de trousse quand on était en promenade, et je l'ai canalisé sur moi en fait, beaucoup pour pouvoir lui dire, bah tiens, quand on est en promenade, on peut faire aussi un truc ensemble. T'es pas là à partir toute seule en chasse. Donc la prédation, ça peut être une très très bonne idée. Donc tout ce qui est réhabilitation par le flair, même si on fait pas de man training, on peut faire de la détection par exemple, et la prédation va permettre de répondre aussi à un besoin. C'est pas forcément suivre une piste. Donc en fonction de la prédation que les chiens exercent, on peut vraiment diminuer ces problèmes. Et il y a quelque chose, je pense que même les gens qui n'ont pas de problème et qui commencent une activité avec le flair peuvent le confirmer, c'est que dans tous les cas, quand vous travaillez le flair avec votre chien, vous travaillez sur le relationnel. Vous renforcez la confiance, et si c'est bien fait évidemment, et si c'est pas fait dans la contrainte. Là, je parle vraiment d'activités ludiques où on respecte les capacités du chien, on respecte le temps qu'il prend pour comprendre les choses. Et ben, en général, il peut y avoir que une bonne relation qui en découle, et surtout beaucoup de confiance. Et souvent, encore plus pour les gens qui subissent des troubles du comportement de la part de leur chien, parce que, bah, évidemment, quand on a des problèmes avec nos chiens, on perd un peu confiance en eux. Ouais. Oui, moi, ce que j'aime beaucoup dans les activités de flair, c'est que le chien a une vraie part active, là où dans d'autres disciplines, dans d'autres activités, l'humain est toujours un peu guidant. Là, dans les activités de flair, on cadre, on supervise, mais c'est le chien qui fait et qui va. Et je trouve que ça remet effectivement, ça redonne de la confiance. Et moi, je me souviens, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais la première fois que j'ai fait du man training avec Charlie, le voir capter ce truc tout de suite, se mettre dans l'exercice directement et faire ça comme s'il avait fait ça toute sa vie, j'ai trouvé ça incroyable, et ça a complètement modifié la perception que j'avais de lui à ce moment-là. Donc effectivement, je trouve que cette part active qu'on donne aux chiens par ces activités-là, elle est vraiment hyper importante pour la relation et pour la confiance en soi, pour le choix. Enfin, vraiment, c'est trop chouette. Ouais, et au-delà de ça, c'est des rares activités où, justement, comme tu le dis, le chien prend des initiatives. Et là, l'humain, il peut que lâcher prise, puisque de toute façon, nous, on va être très mauvais. Donc, c'est clair. on est obligé de se remettre au chien. Oui, c'est clair. Puis, du coup, ça nécessite de se concentrer sur la lecture du chien, sur ses signaux, de voir, voilà, est-ce qu'il est en difficulté, est-ce que c'est un peu trop facile, est-ce qu'il frustre, est-ce que ça va. Et du coup, je trouve que c'est là où, dans d'autres activités, on est concentré sur ce qu'il doit faire et pas sur ce qu'il est en train de faire et de nous proposer, quoi. Est-ce que ça peut concerner tous les chiens, ou est-ce que c'est plutôt réservé aux chiens qui sont déjà bien dans leur nez? Alors, je pense que tu as déjà un peu répondu à la question avec l'exemple de ta chienne, mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à tous les chiens? Ouais.
Je conseille à Ouais, tous les chiens. Oui, oui. ouais. Pas de discrimination. Non, non, tous les chiens aiment travailler dans le flair. C'est très rare quand même de ne pas avoir un Ouais. chien qui est pas à l'aise dans le flair. Ouais, puis je pense que c'est intéressant aussi. Effectivement, il y en a qui sont plus penchés sur la question que d'autres, en fonction des types de chiens, des sélections, etc., de la génétique. Mais je trouve que c'est aussi chouette, c'est aussi beau, un chien qui a appris à pister, un chien qui a appris à se mettre un peu plus dans son nez. Ça, c'est généralement toujours plein d'avantages. On va pouvoir y revenir. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une activité qui peut que les épanouir. Mm. Donc, je vois pas des chiens qui sont pas motivés, en tout cas. C'est vrai que souvent, on a tendance un peu peut-être à penser qu'en fonction des types de chiens, il y a voilà, des types de races vers qui ça sera plus simple, plus naturel d'aller vers les activités de flair que d'autres. Typiquement, je pense voilà, aux chiens de berger. On se dit, bon, c'est pas très intéressant pour eux d'aller sur une odeur. Ils sont plutôt axés sur le mouvement, par exemple, dans les idées reçues qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Tous les chiens sont intéressés par les odeurs. Pour moi, enfin, chaque type de chien représente des difficultés pour l'humain ou pas. Plus de facilité. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, en tant qu'humaine, si je veux pas avoir trop de difficultés à lire un chien, je préfère un berger qu'un Amstaff, par exemple. Donc, pour moi, c'est plutôt ça qui va faire qu'il y a des différences dans les races. Maintenant, si je reprends mon exemple d'Amstaff et de berger, pour moi, ça va être plus simple d'initier un Amstaff qu'un berger. L'Amstaff, je le trouve beaucoup plus proche, en fait, des personnes inconnues, que par exemple un berger qui peut être très, très sensible et qui Mm. peut être un petit peu réticent à aller chercher quelqu'un. Voilà. Au niveau morphologie, donc par exemple tout ce qui est flair, moi, je vais éviter les races à nez plat à partir d'une certaine température parce que c'est dangereux, tout simplement. L'idée, c'est plutôt de garder l'air pour qu'ils s'hydratent, c'est les chiens à tête plate. Donc ça va me poser. En fait, je vais faire des différences comme ça. Mais par contre, j'ai un bulldog français qui a le nez très très plat malheureusement, mais qui fait de la détection et qui est très très bon en détection. Par contre, je sais que souvent entre le mois d'avril, en fonction hein, des températures évidemment, entre le mois d'avril et le mois de septembre, je vais pas beaucoup le voir parce que je ne veux pas prendre de risques. Donc pour moi, c'est plutôt ça qui va faire qu'il y a des différences de race. Il y a aussi des différences, c'est que je trouve certains chiens de race de chasse sont beaucoup plus à même à faire des distractions que par exemple des bergers. Je vais constater des différences comme ça. Pour moi, c'est pas la même façon de travailler. Maintenant, chaque individu est différent parce qu'il n'aura pas le même parcours, parce qu'il ne sera pas de la même race, il n'aura pas la même génétique, etc. Du coup, ben moi, je trouve que c'est ça qui enrichit notre travail parce que justement, on apprend à lire différentes races, on apprend à travailler différemment avec toutes ces races. Et je trouve que bah, c'est génial de pouvoir faire des activités où justement toutes ces races sont acceptées. Maintenant, des fois, on me demande pour qui c'est plus facile. Je pourrais pas répondre. Ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il y a des chiens qui ont plus de cellules olfactives que d'autres. Certaines races Mm. ont plus de cellules olfactives que d'autres. Ça ne veut pas dire que le chien va être plus performant, parce que ça va dépendre de l'entraînement. Parce que certains chiens peuvent être beaucoup, beaucoup en distraction ou peuvent être très dans l'émotion. Et du coup, bah, il faut voir la performance, pas seulement au niveau du nez du chien, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau apprentissage, au niveau aussi entraînement, comment on a entraîné les chiens. Et du coup, bah voilà, c'est en ça que je parle de différence, moi. Mm, mm. Oui, en fait, ce qui est super chouette, c'est qu'il y a tout un panel d'activités et que toutes ces activités en elles-mêmes sont adaptables aux difficultés ou aux facilités que notre chien va rencontrer, en fait. Donc c'est chouette et enfin, ouais, je pense que c'est intéressant aussi de sortir des idées reçues qu'on peut avoir sur OK, bah, ce type de race-là, ça ne sera pas fait pour le flair. Si, ça l'est, c'est simplement qu'on va trouver la bonne activité à lui proposer qui soit chouette pour lui et dans laquelle il va pouvoir progresser, quoi. Oui, tout à fait. Et souvent, quand on dit bah voilà, il est pas cette race n'est pas performante, je trouve qu'on met une étiquette et c'est un peu Ouais. dommage, alors qu'on Mm. n'a pas essayé de travailler justement avec les particularités de la race. Mm. Par exemple, on voit en man training
Les têtes les plus hautes, c'est souvent tous les chiens primitifs. Les Eurasiers, les Huskies ont beaucoup plus la tête haute. Certains bergers aussi. Mais on va devoir s'adapter, en fait, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des choses en place qu'on ne mettrait pas avec des chiens, par exemple, de chasse ou avec d'autres races. Donc, et je trouve que c'est ça qui enrichit justement notre travail. Et c'est ça aussi, je pense que c'est un bon moyen aussi d'apprendre à lire les chiens, de voir différentes races. Ouais, carrément, carrément. Trop cool. Si on devait revenir un petit peu sur les avantages et sur les bénéfices de ces activités-là, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire justement? L'avantage de toutes ces activités, c'est que premièrement, elles sont naturelles. On n'a pas besoin d'acheter 36 trucs, comme par exemple, moi j'ai fait de l'agility avant, et puis c'est vrai que c'est un peu plus coûteux, je dirais, en termes d'investissement. Du coup, le man training, on va avoir à acheter une longe et un harnais. La détection, c'est pareil en général. Ce qui est bien, c'est que un des avantages, c'est que quand même, en fait, on peut faire ça partout. On n'est pas obligé d'avoir un terrain dédié, etc. Donc, on peut vraiment. Ça, c'est un des avantages. Le deuxième avantage, c'est que on n'a pas grand-chose à expliquer au chien, quand même. Il faut le dire. Le chien, c'est quand même une activité dans laquelle le chien est quand même très à l'aise. Un autre avantage, c'est que il s'effectue essentiellement avec le maître, et ça j'adore, parce que en fait il y a quand même une création de lien, donc ça c'est un des bénéfices. Donc vraiment le plus grand bénéfice, c'est le lien qui est renforcé, parce que nous en tant qu'humains, on prend confiance, on a souvent ce côté aussi émotionnel, cette fierté d'avoir notre chien qui retrouve une personne ou une odeur. C'est aussi un des avantages, je dirais, c'est qu'on peut bien observer. Dans d'autres activités où c'est un peu plus rapide, on n'a pas trop le temps de les observer. Et je trouve que, en détection, on prend vraiment le temps de lire le chien, même en man trailing. Et en jardin sensoriel, on fait que ça, par exemple. Et ça peut être vraiment aussi, si on veut renforcer le lien avec notre chien, c'est une façon aussi d'apprendre sur lui, d'apprendre sur ses préférences aussi. Parce qu'on peut très bien imaginer de mettre des bonbons différents dans le jardin et puis voir par quoi il commence. Donc on va avoir un certain nombre d'informations, et donc ça c'est un des bénéfices. Un des bénéfices aussi essentiels, c'est que le chien, il est stimulé mentalement, il est stimulé physiquement. Il ne faut pas négliger la stimulation physique, même quand il n'y a pas beaucoup de mouvement. C'est beaucoup, beaucoup de stimulation physique pour un chien d'être en recherche. Ouais. Donc ça fatigue le chien, et puis ça lui permet surtout, en fait, quand on a une activité, c'est d'être mieux dans sa peau et puis d'être épanoui, tout simplement. Ouais, c'est ça. Je reviens un peu sur le côté fatigue, parce que effectivement, peut-être ce qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est que les activités de flair, ça demande beaucoup de dépenses mentales, surtout. Donc il y a la dépense physique, mais il y a beaucoup la dépense mentale. Et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément simple quand on n'a pas un chien qui est très motivé par le jeu, ou voilà, qu'on a du mal à faire travailler. Les activités de flair, ça a vraiment ce rôle-là, et se concentrer sur une odeur, ça demande beaucoup de concentration. Cet aspect dépense mentale, elle est assez intéressante, je trouve, à combler, à combler par ces activités. Tout à fait. Ouais, c'est tout ça, je trouve. On peut fatiguer le chien avec, avec peu, en fait, sans courir un marathon, ou sans faire une promenade de 30 km, par exemple. La fatigue physique, elle est reconnue. On sait que, par exemple, le chien, quand il est au repos, il émet entre 45 et 50 mouvements respiratoires à la minute. Quand il s'intéresse aux odeurs en déambulant, on a à peu près 120 mouvements à la minute. Et quand il travaille avec son flair, c'est-à-dire que quand il est en détection ou en man training, on va avoir un rythme qui est à peu près de 150 mouvements à la minute. Et donc ça a pour impact d'augmenter sa température corporelle, et du coup de le fatiguer physiquement. Donc c'est une vraie fatigue physique.
Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un comme ça. C'est bien que tu soulignes ce point parce que c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte. Mais j'avais quelqu'un qui me disait que voilà, il n'avait pas le temps parce que son chien avait quand même des problèmes d'ennui. Il allait souvent, enfin, il creusait des trous pour partir de chez lui. Et du coup, moi, je lui avais dit, voilà, son chien voulait pas forcément jouer le soir. Je lui avais dit, bah, en fait, après quelques sessions de détection, je lui ai dit, voilà comment vous pouvez stimuler votre chien et vous en avez pas pour 2, 3 heures, en fait. Vous pouvez faire un peu de détection le soir quand vous rentrez. Et en fait, il me disait, oui, mais bon, il court pas, il se défoule pas. Et en fait, souvent, on confond excitation, on confond le fait d'avoir une activité physique visible, c'est-à-dire que ça court, etc., avec l'activité de flair, alors que l'activité de flair est une vraie activité physique chez le chien aussi. Ouais, et ça a l'avantage de justement pas monter le chien en surexcitation, de pas le mettre dans des états émotionnels qui sont pas très productifs en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça permet aussi au chien de... par exemple, je trouve que on a beaucoup appris le lancer de balle, etc. Chose qui est pas forcément naturelle pour le chien. Et en fait, quand on me dit, bah, mon chien ne veut pas jouer, oui, mais il veut pas jouer à un jeu d'humain souvent. Et le fait de rechercher une balle est beaucoup plus ludique pour un chien. Mais ça, on se rend pas compte en fait. Enfin, c'est vraiment le message en tout cas qu'il faut donner parce que c'est beaucoup plus ludique en tout cas. C'est plus amusant pour le chien. Ouais, ouais, de chercher. Ouais, c'est clair, c'est clair. On peut passer à la partie conseil. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait débuter un peu dans les activités de flair, peut-être qu'il y a un chien voilà, avec des troubles comportementaux et qui voudrait s'intéresser un petit peu à la question, quel conseil tu pourrais donner? Bah déjà, renseignez-vous autour de vous, hein, de chez vous, si vous avez des instructeurs qui travaillent évidemment dans la bienveillance et éviter les contraintes, hein, surtout éviter les contraintes parce que le but, c'est justement de développer une belle relation. Il faut savoir que quand même, quand vous désirez faire une activité, peu importe l'activité d'ailleurs, que ce soit des activités de flair ou autres, c'est bien d'avoir un peu de relation avec son chien. Je dis ça parce que, bah, par exemple, si vous adoptez un chien et que vous voulez tout de suite vous mettre dans le flair, bah, c'est bien aussi d'avoir 2, 3 mois de relationnel quand même avec votre chien. Parce que ça peut s'avérer difficile pour votre chien de travailler avec quelqu'un qui connaît très peu en bout de laisse ou en bout de longe. Donc voilà. Donc la première chose, c'est ça que je conseillerais. Et puis la deuxième chose aussi, assurez-vous de vous amuser. Ne vous mettez pas de pression surtout. L'idée, c'est vraiment, vraiment de s'amuser et de s'épanouir avec son chien. Tout en apprenant, on peut vraiment se faire plaisir. Donc ne vous mettez pas la pression. Moi, des fois, j'accueille des personnes qui se mettent beaucoup, beaucoup la pression à la première séance, alors que c'est vraiment pas le lieu. L'idée, c'est plutôt voilà, de faire de l'expérience et il y a que comme ça qu'on va s'amuser. Pas de pression surtout. Trop cool, trop chouette. Pour passer à la partie conclusion, toi, qu'est-ce que ça t'a appris du coup de vivre avec Manga? J'ai envie de te demander ça. Alors, ça m'a appris la patience. Je suis quelqu'un qui est pas très patient à la base, et je pensais avoir tout vu avec Tiger, mais non encore. J'ai un chien qui m'a posé une sacrée colle. Euh, c- Manga m'apprend dans la vie de tous les jours. Elle m'apprend tellement de choses que je crois que, mis à part l'amour, voilà, devenir une meilleure personne aussi, parce que je crois beaucoup aussi au fait que on devient une meilleure personne en cohabitant avec les chiens. Voilà, je pourrais te donner plein, plein, plein de choses elle m'apprend, mais c'est surtout, de façon générale, apprendre à être une meilleure personne. Ouais. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? À ma connaissance, il n'y a aucune lecture. Maintenant, ouais, à ma connaissance, il n'y a aucune lecture. Sur le pistage comportemental. Il y a beaucoup de choses sur la détection. Il y a aussi des livres sur le nez du chien.
Je pourrais t'envoyer des liens sur les études scientifiques, notamment sur les parfums préférés des chiens. Ça, c'est très intéressant. Au niveau formation, moi, je propose des formations sur la réhabilitation par le flair. En collaboration avec Laure Hanouna, je donne une formation sur coach en olfaction canine pour en savoir plus. Donc là, on parle un peu de tout, de détection, de pistage, de jardin sensoriel, de réhabilitation par le flair. On va couvrir plusieurs sujets. Voici les références. Si je ne me trompe pas, je ne vois pas autre chose pour le moment. Ok, ça marche. Moi, je mettrai tout ça, en barre d'infos. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode ? Toujours Christine Barrault. Enfin, je trouve qu'elle propose vraiment un truc chouette pour les chiens sourds. Ok, très bien. J'irai regarder ça. Ça marche. Et où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Sur mon site internet qui s'appelle karinefauché.com, tout simplement. Ok, ça marche. Très bien. Super. Et merci beaucoup, Karine, pour cet épisode passionnant. Ça donne très envie d'aller approfondir le sujet, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Karine et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @karine.fauché.harmonie.canine et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute et aller plus loin dans l'exploration de la relation à votre chien, je vous invite à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est un espace dédié aux passionnés qui, comme vous, veulent faire mieux. Vous pourrez échanger quotidiennement avec une communauté bienveillante, participer à des webinaires interactifs mensuels et trouver des outils, des ressources et du soutien pour renforcer votre relation avec votre chien. Toutes les infos sont en description de cet épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!